your own safety, please avoid these areas. Bonsoir, salut tout le monde, salut Médoc. Salut Thierry. Bienvenue dans Classe du Plus. Alors cette fois-ci, dans ce 18+, on va voir de l'assassin, Ouais. on va voir du zombie, Ouais. on va voir de la bière. Ouais. Vous allez voir pourquoi, c'est un peu bizarre, je suis d'accord. On va voir du 3+, Ouais. et on va également avoir du vampire. Ouais. C'est plutôt bien, 18+, ça. non? Ça c'est complètement 18+, ouais. Et là, l'explication avec le sommaire. Et on commence ce classé 18+, avec une avant-première de Castlevania Lords of Shadow 2, préparée par Moguri. Tout à fait. On enchaîne juste après avec la critique flash de Assassin's Creed Liberation HD. Suivi, comme d'hab, d'un 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et juste après, on aura une nouvelle critique flash, celle de Zombie. Mais tout de suite, Les news. The Hellcast. On commence ces news 18+, avec un chiffre, 2,1 millions d'exemplaires, qui correspond au nombre de Killzone Shadowfall écoulés dans le monde auprès des distributeurs dans sa version boîte, ainsi qu'aux ventes dématérialisées de la boutique PlayStation 4. Sorti en même temps que la PS4 de Sony le 29 novembre dernier en France, Killzone Shadowfall est un sympathique FPS qui ne révolutionnait guère le genre, mais faisait le boulot visuellement parlant. Le chiffre de 2,1 millions d'exemplaires écoulés s'arrête au 15 janvier. Pour rappel, Sony a également annoncé début 2014 avoir vendu 4,2 millions de PS4 aux joueurs au 28 décembre 2013. Un joueur PS4 sur deux a donc potentiellement acquis le FPS de Guerrilla Games. Développé à Marseille par le studio X-Key, à qui l'on doit par exemple l'appli mobile de Ghost Recon Future Soldier ou le jeu WiiWare Colors, Kill the Bad Guy est un puzzle game au concept intrigant. L'objectif sera en effet de parvenir à assassiner un criminel en s'arrangeant pour que cela passe pour un accident. D'où le concept même du jeu, qui consiste à jouer avec l'environnement afin de créer des actions en chaîne basées sur un moteur physique réaliste. On pourra ainsi faire en sorte qu'il soit écrasé par une voiture, brûlé, transpercé, sachant qu'il est bien évidemment possible de planifier son assassinat dans les moindres détails et de provoquer des réactions en chaîne. Le criminel évolue incognito parmi la population, mais aux yeux du joueur, il apparaît en couleur, les décors et les NPC étant en noir et blanc. Ce dernier évoluant librement, il faudra faire en sorte de le guider à son insu, de façon à le conduire à une mort certaine, ce qui fait de Kill the Bad Guy une espèce de Lemmings inversé. Entre le puzzle game et le god game, ce titre devrait passer par les cases Steam, Greenlight et Kickstarter, afin de voir le jour sur Windows, Mac et Linux. Après Le Remplaçant, incarné par l'acteur Peter Stormare, qui se chargeait de remplacer les joueurs de Call of Duty Black Ops 2 dans la vie de tous les jours, Activision a lancé une nouvelle bande-annonce live basée sur un concept similaire. Cette fois-ci, les joueurs ne sont plus remplacés, mais kidnappés ou codnapped, afin de pouvoir enfin se libérer de leurs obligations pour pouvoir jouer au premier DLC de Call of Duty Ghost. C'est une nouvelle fois un acteur connu qui prête son visage au personnage organisant les kidnappings, en l'occurrence l'excellent Stephen Graham, aperçu dans Snatch, Public Enemies, Les Pirates des Caraïbes ou encore la série Boardwalk Empire. Il faut avouer que ce long trailer, que vous pouvez voir dans son intégralité sur le site officiel du jeu, est à la fois drôle et très bien réalisé. Le DLC lui-même, le premier d'une série de 4 packs téléchargeables, est provisoirement disponible uniquement sur Xbox One et 360. Il comprend 4 nouvelles maps multijoueurs, dont une inspirée du film d'horreur Fog de John Carpenter, une nouvelle arme double fonction, un personnage inédit, en l'occurrence le cultissime Michael Myers, le tueur masqué de la saga Halloween, créé une nouvelle fois par Big John, et enfin l'épisode 1 du scénario Extinction, qui confrontera les joueurs à une menace extraterrestre qui n'est pas sans rappeler le chef-d'œuvre The Thing de John Carpenter. Téléchargeable pour environ 15 €, ce premier DLC peut également être acquis dans le cadre du Season Pass Call of Duty Ghost, qui lui coûte environ 50 €. Empty. Empty again. On continue brièvement avec les DLC et en l'occurrence l'épisode 2 du Tombeau sous-marin, la campagne solo téléchargeable de BioShock Infinite. Sans date de sortie précise pour le moment, ce DLC devrait sortir sous peu et vous permettra d'incarner Elizabeth durant ses pérégrinations au sein de Rapture, la ville sous-marine du tout premier BioShock. Nous n'en dirons et n'en montrerons pas plus pour éviter tout risque de spoil. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Initialement prévu pour le 27 février, Yaiba Ninja Gaiden Z, auquel nous avons consacré un reportage dans le précédent Classé 18+, sortira finalement le 20 mars prochain.
Outre cette sortie décalée, le distributeur du jeu en France, Core Media, a annoncé la sortie d'une édition spéciale qui comprendra un comic de Dark Horse en français, la BO du jeu en téléchargement sur PS3 et sur le disque Xbox 360, et des costumes de Yaiba pour les personnages de Hayabusa et Moiji du jeu de baston Dead or Alive 5 Ultimate. Question costume, visiblement on sera servi. Outre les costumes kabuki et écolières, débloquables dans le jeu de base, d'autres tenues seront réservées aux joueurs ayant précommandé Yaiba Ninja Gaiden Z. Une tenue de camouflage chez Amazon, le costume de Mighty No. 1, le projet Kickstarter de Inafune Keiji chez Micromania, et celui de Nui Goulamar à la Fnac. Ce dernier est tiré d'un film japonais totalement barré, nommé Nui Goulamar Z, mettant en scène une héroïne déguisée en ourson rose tendance cuir qui affronte des zombies. Tout un programme. Au moment de la diffusion de cette news, Tomb Raider Definitive Edition sera disponible depuis quelques jours. C'est en effet le 31 janvier dernier qu'est sortie cette version spécialement dédiée aux consoles PlayStation 4 et Xbox One. Square Enix, qui a édité le jeu, s'est fendu d'un intéressant making-of listant toutes les améliorations techniques dont a bénéficié Lara. Modèle 3D upgradé, lumière retravaillée, texture entièrement remaniée, aussi bien de la peau que des vêtements ou des matières, au bout sang, qui recouvriront l'héroïne au fil de sa descente aux enfers. Au final, son visage s'avère très différent, beaucoup plus fin et expressif que celui des versions PS3 et 360. Ses cheveux aussi, qui avaient déjà fait l'objet d'un sérieux relifting sur PC, possèdent désormais leur petit moteur physique dédié, tout comme les armes qu'elle portera dans son dos, et qui se trimballeront désormais de gauche à droite en accompagnant ses mouvements. Crystal Dynamics ne s'est visiblement pas moqué de ses fans avec cette version définitive. Autre réédition, celle de Resident Evil 4, qui sortira le 28 février prochain en démat sur Steam et en boîte dans les boutiques habituelles. Vendue autour de 20 €, cette nouvelle conversion PC est en HD et en 60 images par seconde. Elle a également été optimisée pour les écrans larges qui accompagnent désormais la plupart des tours PC et de nombreux éléments graphiques seront a priori retouchés, que ce soit au niveau des personnages, des décors ou même des textes. Sur Steam, les fonctionnalités du site seront mises à profit, succès, Steam Cloud, Steam Trading Card et ainsi de suite. Outre le contenu de la version console originelle, cette Ultimate HD Edition de Resident Evil 4 inclura les contenus bonus précédemment sortis lors des nombreuses conversions du jeu, tels que l'épilogue Separate Ways, absent de la version GameCube mais présent sur toutes les autres adaptations. Si vous faites partie de ceux qui passent encore du temps sur Dead Rising 3, vous avez probablement subi cette mise à jour massive d'environ 13 Go en lançant votre jeu. Si cette dernière corrige quelques bugs et autres désagréments, elle prépare surtout l'arrivée de ces 4 DLC mettant en scène d'autres personnages de Los Perditos. Si bien qu'une fois téléchargé, Operation Broken Eagle, le tout premier DLC, ne mettra que quelques secondes à s'installer. Vous incarnez ici Adam Kane, un commandant d'une unité spéciale des forces américaines chargé de capturer le président des États-Unis. En plus d'une histoire qui mettra en ballottage le patriotisme d'Adam, ce DLC se pointe avec 5 nouvelles armes, du véhicule et de la tenue inédite. Pour le coup, l'expérience n'est pas vraiment longue et il faudra compter un peu plus de 2 heures pour venir à bout de ces missions moyennement enthousiasmantes. À 10 € le DLC, il n'est donc pas forcément déconnant de réfléchir au moins 2 fois avant de faire chauffer la carte. Voici maintenant le tout premier trailer de l'épisode 2 de The Wolf Among Us, intitulé Smoke and Mirrors. Il est maintenant l'heure pour le grand méchant loup Bigby d'obtenir des informations et d'après ce trailer, cela ne se déroulera pas de manière propre. Bien évidemment, le jeu prendra en compte les choix effectués lors du premier épisode. Ainsi, la personne interrogée pourra aussi bien être ce satané bûcheron que Dum ou Dee. Cet épisode sera également l'occasion de voir apparaître de nouveaux personnages de l'univers Fable, comme Jack par exemple, connu pour ses aventures sur des haricots magiques. On apprécie que dans son infinie bonté, Telltale ait enfin communiqué sur ce nouvel épisode. On aurait simplement aimé avoir une date de sortie un peu plus précise que soon. En attendant, on vous invite évidemment à jeter un œil aux excellents comics Fable sortis jusqu'à maintenant, et éventuellement à la critique flash du premier épisode qu'a disponible sur No Life Online, histoire de vous remettre dans le bain. Beauty! Beast? Never gonna talk if you treat him like a fucking prince! I said no violence! 2 women are dead! Please? I thought I could trust you! I have a way with people. So I've heard. Mélange d'action et de stratégie, Deception 4 Blood Ties est la suite spirituelle de Devil's Deception, sortie en 96 sur PlayStation 1.
On incarnera ainsi les méchants, et en particulier l'Aegrina, qui n'est autre que la fille du diable, qui sera assistée de 3 démons afin d'attirer ses victimes dans des pièges soigneusement placés. À la tactique s'ajoute une notion de timing, les pièges pouvant tout aussi bien se refermer sur les victimes visées que sur son personnage. La version PS Vita devrait d'ailleurs tirer parti de son écran tactile pour choisir et activer ses pièges. Et on termine ces news avec le trailer français du premier DLC solo de The Last of Us, et on en parle juste après en plateau. Riley? Aïe. J'ai atterri sur la hanche. Putain, j'ai cru que je m'étais fait mordre. Je sais. C'était super drôle. Tu vas quand même pas me tuer, non? Je t'ai pas vu depuis... Je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin, 46 techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner. Toujours pas de coloc? Moi j'ai dû dormir en dessous de Lise pendant 3 ans, et tu sais à quel point cette fille puait. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piole. Détends-toi. Crois-moi, il n'y a aucun soldat à cet étage. Tiens, félicitations. Hé! Hey, t'es fâché? Si je suis fâchée? J'ai disparu et tu m'en veux. Et je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais, celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Je suis trop débile. Ah, allez. On a déjà eu des ennuis, toi et moi? Alors donc du coup, on va suivre les aventures d'Ellie avant qu'elle ne rencontre Joel. Ouais. On la voit avec Riley. Riley est une camarade de classe qui s'enfuit à un moment donné et qui va rejoindre les Firefly, donc les Lucioles. Et donc du coup, on peut imaginer qu'il y aurait sans doute le personnage de Marlène qui devrait apparaître, donc la chef des Lucioles qu'on voit dans l'aventure principale. Qui avait chargé Joel d'accompagner Ellie quelque part. Tout à fait. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est tu posais la question tout à l'heure. Alors c'est donc cette copine Riley, est-ce que c'est avec elle que Ellie traînait au moment où elle s'est fait mordre? Tu vois, parce que il me semble que quand elle raconte, ouais, je me suis fait mordre et finalement je ne me suis pas transformé. Et il me semble qu'à un moment donné, dans The Last of Us, elle parle d'une copine avec qui elle était. C'était peut-être elle. Peut-être que je raconte des conneries, mais tu me diras, ça ne changera pas d'habitude. On ne sait pas. Donc du coup, justement, on a juste un petit trailer comme ça qui nous donne, qui est vraiment sympa. On voit une nouvelle fois la qualité en termes d'acting, genre des acteurs, c'est juste fabuleux. La performance capture, c'est un truc hallucinant. Et ce qu'on nous promet déjà, les développeurs nous disent qu'on en apprendra un peu plus sur du coup les raisons de la relation un peu particulière qu'Ellie entretient avec Joel dans The Last of Us, le jeu principal. On en saura également un peu plus sur le monde et le début de cette infection généralisée qui transforme une partie des êtres humains en champignons vivants, ou champignons morts-vivants plutôt. Et donc voilà, on devrait apprendre pas mal de choses. Donc ça se passe évidemment avant The Last of Us. Eh ben, du coup, j'ai envie de... En plus, ça sort bientôt. Moi, déjà, un truc qui me plaît, c'est que ça se passe pas après. Ils changent la conclusion, ça m'aurait agacé un petit peu. Après, je vois pas vraiment comment tu peux enthousiasmer les joueurs qui ont surkiffé l'expérience de The Last of Us en te proposant un truc après quoi.
Quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre? Non. Parle-nous de avant, t'as plein de trucs. Il y a plein de moments sur la vie de Joël et donc d'Ellie, manifestement, sur lesquels tu peux revenir et sur lesquels tu peux faire du jeu. Donc c'est très bien, je crois qu'ils ont fait un choix sensé. Et du coup, donner encore plus de sens à ce qui se passe dans la voiture principale de The Last of Us, donc via des petits détails, des petites choses. Si c'est bien fait, ça peut être terrible. Et du coup, ça peut être un kiff pour celles et ceux qui n'ont pas encore touché à The Last of Us, peut-être se taper donc le DLC d'abord, le DLC d'abord, ouais, carrément. Tu vois, d'un point de vue chronologique, ça fait du sens, donc pourquoi pas. Donc ensuite, est-ce que ça fait du sens, après avoir joué à Assassin 4, de jouer à Assassin Liberation HD, qui est en fait la conversion HD de la version PS Vita sortie en même temps qu'Assassin 3? Alors j'ai envie de dire, Thierry, c'est toute la question qui va se poser. Là. La réponse est dans la critique, j'imagine. Ah, dans la critique Flash. C'est parfait. Cela fait maintenant quelques années qu'Ubisoft met un point d'honneur à sortir son Assassin annuel, histoire de rester présent dans l'esprit des joueurs. Un rythme de production assez hallucinant que l'on peut facilement comprendre, compte tenu de la popularité de la franchise, mais qui génère parfois des résultats moyennement convaincants. AC3 en était un parfait exemple, avec son personnage à l'opposé du charisme et ses mécaniques de gameplay moyennement innovantes si l'on accepte les batailles navales. Dans cette volonté de sortir du matériel de manière très fréquente, à l'image de ces DLC qui nous parviennent régulièrement dans tous les sens, Ubi avait proposé en 2012, en même temps que son AC3, un épisode sur Vita appelé Libération. Et c'est sur PS3 et Xbox 360 dans une version HD que le jeu ressort aujourd'hui. Assassin's Creed Liberation vous place au milieu du XVIIIe siècle, dans la peau d'Aveline de Grandpré, une jeune métisse fille d'un riche négociant et d'une esclave. Bonne journée, papa. Très jeune, Aveline perd sa mère à cause d'une histoire de poulet et se voit molestée et capturée pour on ne sait trop quelle raison. Par la suite, elle se fait libérer et entraîner de longues années par un assassin, puis rejoint la confrérie à ses 18 ans. Vous incarnez Aveline alors qu'elle partage son temps entre la gestion des affaires de son père. Cesse de calomnier de Grandpré. Ses missions en tant qu'assassin. Qui est cet imposteur? Pour qui œuvre-t-il? C'est ce que tu vas devoir découvrir. Et la libération des esclaves de Louisiane. L'une des mécaniques de jeu est d'ailleurs basée sur ce principe. Vous pouvez effectivement switcher d'apparence en fonction des missions que vous devez remplir, chaque tenue vous octroyant différentes propriétés. En dame, Aveline ne peut évidemment pas courir, grimper et se battre comme un assassin. Salutations. Mais elle peut en revanche séduire et soudoyer des gardes. Écartez-vous, vous n'êtes pas mon type. Aussi, votre barre de recherche est moins prompte à augmenter en cas d'escarmouche. En esclave, Aveline est déjà plus libre de ses mouvements et peut passer inaperçue, surtout lorsqu'elle porte une caisse ou semble faire un travail en rapport avec son statut. En assassin enfin, elle peut utiliser tout l'arsenal de sa classe, mais est bien plus facilement identifiable par les gardes. Il s'agira donc ici d'adopter la bonne tenue pour les bonnes occasions, même si d'une manière générale, le jeu ne vous laisse pas trop le choix. Les affaires d'ordre commercial quant à elles se rapprochent de ce mini-jeu que l'on pouvait trouver dans AC4. On achète des bateaux et on donne dans le commerce entre plusieurs villes, avec une notion de cours qui fluctue pour les marchandises. Pour le reste, on a affaire à de l'assassin plutôt classique, avec ses activités annexes qui vous amènent à sévir aussi bien en ville, à la Nouvelle-Orléans, que dans le bayou, avec ses marécages et ses alligators. Le système de combat, lui, reste le même, avec son principe d'esquive, de désarmement et de contre-attaque. On relève tout de même cet aspect assassinat simultané plutôt sympa qui bloque l'action, vous permettant alors de choisir l'ordre dans lequel vous allez éliminer vos cibles. D'une manière générale, on retrouve dans ce Liberation les qualités mais aussi les défauts de l'épisode Vita. Le problème, c'est qu'il saute encore plus à la gueule sur grand écran. On pourrait comprendre que les die-hard fans de la série songent à se procurer cette conversion HD. Simplement, ces mêmes fans auront probablement déjà vécu l'expérience Assassin 4. Ils se retrouveraient alors avec une sévère downgrade par rapport à Black Flag, aussi bien en termes de réalisation bien sûr que de game system. Liberation se pointe effectivement avec cette montagne de bugs que l'on subissait déjà sur Vita. Aussi, cette version HD est une nouvelle occasion de constater sur grand écran cette fois le manque prodigieux d'inspiration lorsqu'il est question de mise en scène, de scénario et d'acting. Du mal. En ce qui nous concerne, on esquivera donc ce Liberation HD comme Ezio esquive un coup d'hallebarde un peu traître et on espère qu'Ubisoft passera un peu plus de temps à peaufiner ses futurs jeux. De toute façon, la nuit ne sert pas qu'à dormir.
Du coup, est-ce que tu crois que les téléspectateurs ont remarqué qu'on n'a pas suivi l'ordre du sommaire? Non. Normalement, en fait, avant de voir la critique flash d'Assassin Liberation HD, on aurait dû voir l'avant-première de Castlevania Lords of Shadow 2. Ouais, bien sûr, mais vu qu'on a passé beaucoup de temps dans le plateau précédent à discuter, ça nous saoulait de le refaire. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte de rien du tout. C'est bon? Ouais. Et donc maintenant, on va voir l'avant-première de Castlevania Lords of Shadow 2. Donc c'est Moguri qui est parti jouer au jeu. Il y a joué, je crois, 3-4 heures, en pas mal de temps. Il va nous donner ses premières impressions sur un jeu que nous, on attend beaucoup. Et oui, ce n'est pas une triche pour une fois, le jeu sera bien 18+, et non pas 16+, comme les précédents. Cela fait maintenant 4 ans que la série des Castlevania a quitté sa période post-Symphony of the Night, marquée par la griffe d'Igarashi Koji. Avec Lords of Shadow, Mercury Steam a tiré un trait sur près de 15 ans de tradition action RPG, mais aussi sur une vision de la mythologie Castlevania. Après l'épisode intermédiaire Mirror of Fate, sorti sur 3DS, Lords of Shadow 2 vient maintenant conclure cette nouvelle trilogie et porte donc un certain nombre d'enjeux. Celui d'achever l'arc narratif de Gabriel Belmont, bien entendu, mais aussi celui de fédérer un public assez large pour que le reboot annonce une véritable relance de la série. Premier constat d'importance, cet arc se finira manifestement dans le sang, la violence et très certainement la tragédie. Assez en tous les cas pour justifier un PEGI 18+, dont s'étaient passés les 2 précédents volets. C'est-à-dire qu'on nous place tout de même cette fois-ci dans la peau de Dracula lui-même, dont l'avènement fut narré dans un DLC du premier épisode. Dracula donc, autrement dit le Seigneur des Ténèbres, à peu de choses près. Un Seigneur des Ténèbres qui se réveille certes très affaibli à notre époque, mais qui ne tardera pas à récupérer ses forces en massacrant tout simplement une famille lors d'une séquence en vue subjective qui donne le ton. Mais au-delà d'une ambiance très sombre, le fait de contrôler Dracula himself apporte surtout beaucoup de choses au système de jeu. S'il n'a pas énormément changé dans les grandes lignes, notre héros peut maintenant profiter de ses pouvoirs obscurs pour se transformer en rat, envoyer des nuées de chauves-souris sur ses ennemis pour les distraire, ou encore posséder temporairement un garde. Ces nouvelles capacités semblent pour l'instant être principalement mises à profit lors des phases se déroulant dans le présent, une époque à laquelle Dracula est trop faible pour espérer vaincre ses ennemis lourdement armés, et doit donc se contenter dans un premier temps de les esquiver. Mais il est hors de question de faire de Castlevania un simple ersatz mystique de Metal Gear Solid, et on sera bien évidemment amené à récolter peu à peu tous les anciens pouvoirs du Seigneur des Ténèbres dans des séquences de jeu prenant place dans le passé. Très cadré par le scénario dans un premier temps, ces escapades temporelles se font à terme de manière plus libre et suivent un déroulement assez similaire à celui du premier Lords of Shadow. On alterne entre phases d'exploration teintées d'un soupçon de plateforme et d'énigmes et phases de combat de mêlée. Gabriel peut toujours y manier le fouet en suivant des principes de combo calqués sur le premier épisode. Et si l'on pourrait donc craindre à première vue un manque de surprise et de variété, c'est sans compter sur les 2 nouvelles armes que sont l'épée du néant et les griffes du chaos qui peuvent être sorties et utilisées en plein enchaînement. Il faudra toutefois veiller aux jauges de magie qui leur correspondent et que l'on pourra remplir en exécutant de longues séquences d'attaque sans se faire toucher. La santé pose de son côté moins de soucis, puisqu'en bon vampire, Dracula peut absorber le sang de ses victimes pour garder la forme. Fort heureusement, ça ne nuit pas trop à la difficulté du jeu qui peut même s'avérer assez ardu par moments, notamment lors des combats contre les boss. Des combats qui se veulent assez épiques et techniques, mais qui tombent encore assez souvent dans la facilité du QTE à répétition, QTE qui reste cependant désactivable. Une bonne manière de laisser la victoire se décider au skill pur et aux compétences également, que l'on débloque en parcourant plusieurs arbres de talent affiliés à chaque arme. Dans l'ensemble, le temps passé sur Lords of Shadow 2 s'est avéré très agréable, mais quelques doutes subsistent tout de même. On espère par exemple que tout le jeu ne sera pas aussi linéaire que son premier chapitre, ou que l'éventail des compétences de Gabriel ne s'épuisera pas trop vite. Car malgré une technique dont on aurait pu attendre un peu plus, ce nouveau Castlevania semble partir avec tout ce qu'il faut pour conclure la trilogie Lords of Shadow en beauté. You are no fool, Gabriel. I am no longer Gabriel, woman. I am the dragon, Dracul. I am the Prince of Darkness. I am, and will be, forever a thorn in his side. That is my vengeance. Alors Thierry, jusqu'à maintenant, on a eu des news un petit peu sanglantes, hein, j'imagine, comme d'habitude avec les news 18+. On a eu d'une certaine manière un petit peu de déprime avec Assassin Libération, mais de l'assassinat tout de même. On a eu du vampire, de la mort, du sang avec Castlevania. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais je me dis qu'il faudrait trouver une manière, je sais pas,
mais de détendre tout ça. Là, je cherche, bon, j'essaie de trouver comment est-ce qu'on pourrait... Une petite idée, tu sais, il y a une rubrique, je crois que c'est la rubrique préférée des téléspectateurs, sur l'ensemble de la Channel Life et sur l'ensemble de la télé. Ouais, du PAF. La télé mondiale. Du PAF mondial. Du PAF international. D'accord, ok. Et c'est une rubrique qui s'appelle 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et c'est justement une rubrique qui a été créée dans l'idée de détendre un petit peu les téléspectateurs qui en peuvent plus avec tout ce sang, ces frags, ces morts violentes, ces QTE d'assassinats, etc. Et on s'est dit, bon, il faut quand même détendre un petit peu la jeunesse c'est avec un petit 3+. Ouais, en plus c'est marrant parce que 3+, l'émission s'appelle Classé 18+, la 3+. Putain, il y a un style de contrat. Non, ça c'est bien étudié ça, Thierry. Je serais curieux de savoir qui a eu cette idée. Lost Yeti est un petit puzzle game sorti sur iOS mettant en scène un Yeti qui avance tout seul. Le joueur doit l'aider à rejoindre la sortie et à déguster les bâtonnets de glace disséminés sur l'écran en déplaçant des glaçons. Pour ce faire, il suffit de glisser le doigt dessus, les glaçons ne pouvant être bougés que s'ils sont situés entre des blocs ornés d'une flèche. Évidemment, très vite, des monstres apparaissent. Il faudra donc veiller à déplacer les glaçons, de manière à ce qu'ils restent bloqués ou ne croisent jamais le chemin de notre Pixel Yeti perdu. Développé par Neutronized, un studio italien indépendant fondé en 2010 par Jonathan Pezzalezzi, Lost Yeti est en effet un jeu rétro dans l'âme, tout comme les autres productions pixelisées sorties par le développeur sur des sites tels que Armor Games ou Adult Swim, et plus récemment sur iOS. Sky Island, Snowtail, Dina Boy ou encore Raw Rampage, tous possèdent pour point commun un look définitivement 16 bits. Après l'adaptation de Raw Rampage sur iOS, Lost Yeti est le second titre Neutronized à sortir sur l'App Store. Téléchargeable pour moins d'€1, il propose 60 niveaux dispersés dans 3 mondes et une réalisation ultra léchée qui rend l'expérience de jeu très agréable. Car si Lost Yeti est très mignon visuellement parlant, il ne s'adresse pas pour autant aux enfants. Mais alors, pas du tout. Sa courbe de difficulté est en effet assez raide et très vite de nouveaux éléments de gameplay viennent corser les tableaux. Pièges, monstres qui sautent au-dessus des cubes de glace, qui les font disparaître en crachant du feu ou apparaître en soufflant du froid, cubes à aligner façon Tetris pour les faire disparaître et ainsi créer un chemin, caisse à éclater, bloc sur pattes modifiant sans cesse la configuration du niveau. Il faudra non seulement parvenir à faire avancer son Yeti en prenant les bonnes décisions, mais aussi le faire avec rapidité et un certain sens du timing. D'autant plus que les monstres dévorent les bâtonnets de glace lorsqu'ils passent dessus, ce qui ajoute encore une couche de difficulté pour les perfectionnistes. Alors clairement, Lost Yeti n'est pas le jeu le plus original de l'année, mais la qualité de sa finition, de sa réalisation et de son level design en font un excellent petit jeu à télécharger pour tout amateur de puzzle game. Les parties sont courtes, les micro-paiements absents, son prix attractif, bref, sans révolutionner le genre, Lost Yeti ne devrait pas avoir trop de mal à trouver son public. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite. Bon, après ces petits moments de détente, on va maintenant passer à un autre jeu, donc un jeu pas 18+, mais 16+, mais c'est pas grave parce que du coup il y a quand même un peu de sang, il y a des zombies, donc on dit zombies plus, c'est pas logique, il y a de la bière, donc la bière c'est plus de 22h30, ce truc, etc. On ne faut pas trop parler d'alcool, donc même si en l'occurrence ce serait des zombies qui se printent un petit peu, enfin c'est bizarre. Bon, on va voir la critique flash tout de suite de Zombies, puis on en parle un petit peu après. Ou pas. Développé par le petit studio espagnol Moonbite, Zombies est un FPS parodique qui met en scène un étudiant appelé K. Après une grosse stuff universitaire et une cuite épique, K se réveille seul dans un bar mexicain. Non seulement sa copine l'a largué pour rejoindre le doyen de l'université, mais en plus il a été contaminé par un mystérieux virus qui le transforme tout doucement en zombie. Pas de bol. Du coup, le voilà obligé de consommer régulièrement des bouteilles de bière Zombies afin de rester humain. Salaud! Plus cette jauge s'approche du violet, plus il se transforme jusqu'à réellement devenir un zombie, provoquant du même coup le game over. Mais s'il consomme trop de bière d'un coup, la jauge basculera dans le vert et il sera totalement bourré. Ce qui le rendra bien évidemment terriblement vulnérable, sa vision étant alors brouillée et les contrôles encore plus imprécis qu'auparavant. Plus qu'une parodie, Zombies est un prétexte aux délires les plus variés et aux clins d'œil appuyés à tout un tas de jeux, de films et de comics. On pourra ainsi apercevoir dans un coin du décor le Necronomicon, traverser une salle texturée à la Minecraft, emprunter un tuyau vert tout droit sorti de Super Mario Bros,
ou encore noter une certaine proximité en termes d'humour potache avec la série des Saints Row. La première arme du jeu sera ainsi un god. Si ces délires peuvent prêter à sourire par moments, l'expérience vire très rapidement à la soupe à la grimace. On ne va pas y aller par 4 chemins, Zombie a tout de l'accident industriel et son statut de jeu indie est loin d'être suffisant pour justifier ses nombreux défauts techniques et ludiques. Techniquement, le jeu ressemble à un FPS PlayStation 2 et souffre de nombreuses saccades. L'IA des ennemis est ridicule, les contrôles sont mous, ouvrir une porte sera l'un des plus gros challenges du jeu, le réticule d'action apparaissant quand il veut. La mécanique de jeu consistant à garder un œil sur sa barre d'infection et à consommer régulièrement des bières zombies devient vite terriblement redondante et donc agaçante au possible. Les minigames, même si les développeurs s'en moquent dans le jeu, restent des minigames ultra basiques et donc inintéressants. Et globalement, ce FPS s'avère incapable de rendre correctement la sensation de tir, ce qui est quand même un comble pour un shooter. Pas d'impact sur les zombies, pas de recul, des bruitages risibles, les armes sont parmi les pires qu'il nous ait été donné d'utiliser dans un jeu de ce type. Par moment, on a clairement l'impression de jouer à un titre développé en 48 heures au cours d'une game jam, alors qu'il a tout de même nécessité plus de 3 ans de développement. S'il était sorti gratuitement, on aurait pu à la limite, conseiller ce FPS indie aux fans de parodie et de gag potache. Mais Zombie coûte environ 15 €. Inutile d'en dire plus. Ce Classé du Plus est désormais terminé. On va se projeter maintenant un petit peu à dans 15 jours. Ouais. Et il me semble, je pense, a priori, ça me semblerait plutôt potentiellement envisageable qu'on ait une nouvelle fois du zombie. Ah, c'est très. Et je pense que si on fait un petit calcul sur l'ensemble des Classés du Plus qui ont été diffusés jusqu'à maintenant, quel serait le pourcentage d'émissions avec du zombie dedans? Je pense que ce serait élevé. Ça serait élevé. Plus de 90% ou... Peut-être pas. Alors après, ça dépend si on compte. Parce que même si on fait partie des puristes, comme évidemment d'ailleurs, infectés, zombies. Voilà, infectés, zombies, clickers. Voilà, si tu te réfères à ce que disaient, c'était pas idiot, les mecs de Techland dans l'interview que j'avais faite pour Dying Light, ils disaient voilà, c'est un genre, mais avec plein de sous-genres, sous-catégories, voilà, infectés, zombies, même combat. Donc si on se base là-dessus, tu dois avoir un nombre assez hallucinant de classés 18+ avec ça dedans. Ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'on aura très certainement, on espère, la critique du DLC Left Behind consacré à Last of Us. On aura également les Terres du Milieu, l'ombre du Mordor, qui a été tout récemment dévoilé. Donc on a une interview à vous présenter avec pas mal de gameplay sur le jeu. Et on devrait également en profiter pour parler un petit peu de DayZ, même si, une nouvelle fois, le jeu n'est pas sorti, il est en Early Access, donc ce ne sera pas une critique, ce sera une présentation du jeu. Et donc voilà. Et après, il y a pas mal de trucs marrants à montrer. Marrants ou pas, ça dépend, on va le savoir. Mais on vous rassure, on est dessus aussi, hein. On aime bien ce qu'on peut, des fois on regarde les retours à droite à gauche, dis donc, quand est-ce que vous parlez sur les forums, oui, tout à fait. DayZ ou même Dharma 3, c'est notre métier, le jeu vidéo. Donc on est dessus, on aime bien aussi, on va vous en parler, vous inquiétez pas. Parce que le jeu a été téléchargé, je crois, plus d'1 million de fois, c'est un truc hallucinant. Donc alors qu'il n'est pas terminé, c'est une Early Access. On a consacré un extra F là-dessus tout récemment. Je crois qu'il a été diffusé d'ailleurs samedi dernier. Exactement. Donc hier, si vous regardez cette émission au moment de sa diffusion. Donc voilà. Bref, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain Classé du Plus. Et portez-vous bien.